C'est notre invité sur le plateau de Ce Midi le 22 janvier 2016, la légende africaine Manu Dibango, décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans des suites du coronavirus, roi de l'afro-jazz, auteur de nombreux succès. Il était devenu le premier Africain à entrer dans le Billboard américain avec son titre Makossa, Soul Makossa en 1972. Nous avons une forte pensée pour ses proches, ses fans, mais également saluons ici sa mémoire. Cette triste nouvelle, franchement, nous interpelle sur l'importance, l'urgence de respecter scrupuleusement chaque jour les mesures, les consignes en vue de se protéger, surtout d'éviter cette pandémie de l'heure. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires, plus joyeux à présent. Imaginez, dans votre tête, imaginez un courant de fraîcheur, une touche pop sur les éléments de la culture africaine. Par ces temps de confinement, de l'art créatif, de l'étonnement, des couleurs, ça nous fera beaucoup de bien. Notre témoin donne des coups de pinceau, mais également donne l'exemple. Nous le recevons tout de suite sur le plateau de Ce Midi en musique. Et voilà, pendant qu'il se prépare, bonjour Cassandra. Ça se passe bien? D'accord. Bonjour à notre cher doyen. Bonjour Jean-Michel. En bonne forme? Super bien. D'accord. Bonjour à Dr Philo. J'aurais aimé que vous me présentiez peut-être de façon traditionnelle, de façon locale. Voilà, peut-être, je sais pas, Kouanyable Pierre, par exemple. Parce que je suis dépositaire de la tradition de mon village. Alors je suis très heureux d'être là et puis j'aimerais que je m'habille comme ça à la fin. C'est une histoire de masque. Normalement, je suis un peu mitigé quand je vois une dame à la caméra en face de moi. Normalement, c'est le garçon qui doit me filmer. Parce qu'il y a toute une tradition à moi. Ça va tomber sur moi. C'est lui qui est notre invité là. Abaissez-toi, 1 mètre. Il faut bénir enfin. C'est fini. Merci beaucoup. Il s'appelle Grébo. C'est pas un médicament. Emmanuel Barthes. Ça aide dans le sang. De Manu Grébo. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Ce Midi reçoit aujourd'hui un jeune à l'esprit avant-gardiste. De son vrai nom Grébo Bidi Emmanuel Earth, Manu Grébo est un jeune artiste ivoirien né en 1991 dans la commune de Trècheville. Issu d'une famille de 4 enfants, il côtoie l'art depuis le berceau par l'intermédiaire de sa grand-mère, artiste peintre, et de son père, lui aussi peintre. Très jeune, il empoigne le pinceau. Titulaire d'un bac D, en 2012, il fait une année d'études à l'INSAC en tant qu'auditeur libre. Après avoir participé à plusieurs expositions collectives, en 2016, il décide de se lancer tout seul afin de laisser sa créativité s'exprimer à travers son art. Cependant, son art n'est pas comme les autres. Son art s'exprime comme un melting pot de sa passion pour la peinture, le digital, la pop culture et surtout ses fières racines africaines. Il nous en dit davantage dans un instant sur le plateau de Ce Midi. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Manu Grébo, bonjour et bienvenue sur le plateau de Ce Midi. Bonjour Jean-Michel. Voilà, alors comment vous vivez en ce moment cette période coronavirus? Bon, la vie un peu comme tout le monde, on reste confiné chez soi. Moi en même temps c'est l'occasion de pouvoir améliorer beaucoup plus mes techniques, voilà. Donc j'essaie de faire d'autres créas et tout. D'accord. Merci beaucoup. On n'a pas oublié Paulus Agathon qui est dans son petit bureau. Paulus, bonjour. Quelques consignes? Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas de consignes aujourd'hui? Comment? Pour nos chers internautes? Bah écoute, Jean-Michel, déjà le plus important c'est que face au coronavirus, on essaie de garder le sourire, même si c'est un état alarmant, on essaie de tenir compte des bons gestes, laver régulièrement les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique. Et puis bon, après on a nos téléphones, on se rend sur la page Facebook Ce Midi, on envoie des messages et moi je les lis simplement. Allez, merci beaucoup, cher Paulus Agathon. Le thème du jour, mesdames et messieurs, mon art, valoriser et apporter une touche moderne aux objets traditionnels de Côte d'Ivoire. L'invité est déjà bien là et nous allons tout de suite enchaîner avec la rubrique de Dr Philo, vous savez, qui lui aussi a sa façon artistique d'appréhender les sujets jour après jour sur ce plateau. Le thème du jour, selon Dr Philo. Alors, c'est un jeune garçon qu'il faut féliciter parce que
Et il faut encourager. Et moi-même, depuis le village, quand j'ai su qu'il venait à cette émission, quelqu'un qui vient valoriser notre culture, qui vient valoriser notre art, nos masques, il fallait que le gardien des masques vienne quand même parler. C'est vous le gardien des masques? Oui, oui, c'est moi qui garde. Ah, mais quand j'ai dit, mais quand c'est comme ça, c'est dangereux. Toi, mais où tu es là, mais c'est pas bon. C'est quelqu'un qui a bien. Alors, il est de marbre comme un masque. Là. Alors, on ne le dira jamais assez, il faut valoriser notre culture. Ce n'est pas quelqu'un qui va quitter ailleurs pour venir valoriser ta culture. Et vous êtes jeune, rien qu'à entendre votre nom, on sent que vous avez les pieds ancrés dans la tradition. Grébo. Grébo, c'est tout un art culturel. Oh, Gré, oh, est beau. C'est lui qui est assis là, c'est l'enfant des Gré. Donc, c'est pour vous dire que... C'est l'enfant de... Bon, là, on laisse. Allez jusqu'au bout. C'est pourquoi je suis peiné souvent quand je vois certains parents punir leurs enfants. C'est-à-dire quand l'enfant fait des bêtises, on dit non, je vais t'envoyer au village. Et quand il a une bonne moyenne, quand il se comporte bien, je vais t'envoyer à la mairie. Non, non. Au contraire, quand l'enfant travaille, il faut l'envoyer au village. Il faut l'envoyer rencontrer les masses. Je n'ai pas dit même de découvrir son patrimoine culturel. C'est-à-dire, Jean-Michel, quand on t'arrache tout, c'est ta culture qui te reste. C'est ça, on ne le dira jamais assez. Quand tu perds tout, c'est la culture. Regardez cette histoire Corona là. Il y a des gens qui vont au village. Parce que c'est chaud. Ils disent non, ça va venir. Ils coupent pour aller. C'est-à-dire, quand tu as tout perdu, quand tu es désespéré, tu vas embrasser ta culture. Mais pourquoi ne pas valoriser cette culture-là? Et vous faites bien de le faire, vous allez vous toucher nos masses. C'est pourquoi j'ai envoyé ce portrait-là. Vous voyez, ça c'est... Vous voyez, ça là, il paraît que c'est moi. Sinon, moi, quand je connais, et ça c'est moi. Mais ça vous permet quand même de retoucher ça un peu. Et puis vendre. Parce que depuis là, ça va au bureau, là, ça fait plus de 6 ans. Lui-même, il a pris là-bas même. Ils ont fait Jean-Michel André, son grand frère. Vous allez valoriser pour qu'on puisse vendre ça. Mais ça fait très plaisir. Et puis vous êtes un ambassadeur de la culture. Vous êtes un ambassadeur de la culture. Et donc, ces masques-là, quand vous retouchez un peu, c'est bon. Vous apportez une coloration moderne. C'est ce que je vois à travers le thème. C'est important. Mais, quand vous allez envoyer ça vers les blancs, là, vous apportez... Quand vous faites très attention. Parce que de la manière où vous allez leur montrer le masque, c'est joli. Parce qu'au village, on a des masques qui font peur. Quand vous allez, avant de leur montrer le masque, dites-leur, âme sensible, s'abstenir. Pour qu'ils s'apprêtent au moins à affronter le masque. Sur le travail que vous faites, c'est très très noble. Vous êtes un véritable ambassadeur de la culture. J'en ai fini, Jean-Michel. Merci beaucoup, cher ambassadeur de l'humour. Oui, allez, comment pouvez-vous magnifier les objets d'art de chez nous? C'est la question que Chris Paternassimian vous a posée, mesdames et messieurs, là où vous êtes. Chris Paternassimian, c'est votre opinion. Abidjan vit l'effet des dernières décisions contre le Covid. Plus on respecte les mesures en vigueur, mieux on lutte contre la maladie. Bref, la Côte d'Ivoire possède un énorme potentiel en matière de production dans le secteur artisanal. Elle constitue un bon marché de consommation ou de production d'objets artisanaux ou d'œuvres d'art. Cela dit, comment pouvez-vous magnifier la production d'art de chez nous? Votre opinion nous intéresse. Les objets d'art que je préfère, c'est les objets d'art fabriqués en Côte d'Ivoire. Bien sûr que je suis d'origine étrangère. Je sais que bon, c'est les objets d'art de Côte d'Ivoire même qui est bien mieux représenté à l'extérieur. Si on peut se mettre, tous les artistes peuvent se mettre ensemble et puis faire un genre de choses, association pour se regrouper et puis faire ouvrir un centre pour tous les artistes et puis ils font même équipe par équipe. Et puis à chaque période, on peut présenter pour faire genre une fois, pour inviter les gens pour venir regarder aussi, ça sera bon. Je pense que déjà au niveau du ministère, il y a un travail qui est fait. C'est d'organiser plus, on va dire, des journées portes ouvertes, d'abord au sein de nos quartiers. Et puis ces artistes eux-mêmes doivent pouvoir aussi s'organiser pour pouvoir valoriser. Parce que souvent, quand on dit qu'il y a une journée porte ouverte ici, ou bien on fait une activité culturelle dans une mairie ou bien dans une commune, peu importe, hein, les gens ne trouvent pas le besoin de partir. Pourtant, bon, pour quelqu'un qui peut-être est de passage, peut pouvoir passer là et puis constater quelque chose qui lui plaît. Faut dire que dans un peuple, la culture est d'abord l'essence même, si vous voulez, sur quoi repose un peuple en quelque sorte. Donc la création, c'est dire qu'on a un peuple qui a je dirais, une histoire, et donc cela fait partie de la conception de ce peuple. Et il y a aussi des artistes eux-mêmes qui doivent faire la promotion de ce qu'ils font. Donc il est tout à fait évident qu'une seule personne ne pourra pas faire la promotion d'une sorte d'art en Côte d'Ivoire. C'est tout le monde qui a sa part à jouer.
Un patrimoine culturel exceptionnel qui reste parfois méconnu du grand public et qui mérite aussi d'être valorisé. À vous le studio, Jean-Michel. Merci beaucoup Chris Patin-Timian, vous qui valorisez les opinions du public ivoirien jour après jour sur ce plateau ou dans ce programme. On a pu l'entendre, des idées qui surgissent ça et là, et des idées qui n'ont pas manqué dans la tête de notre invité. Ça bouillonne depuis l'enfance. Manu Grebo, 29 ans aujourd'hui, vous êtes peintre et, je rappelle, designer graphique. Comment est né justement votre intérêt pour l'art? Mon intérêt pour l'art est né d'abord grâce à ma grand-mère, puisque je vivais avec elle une majeure partie de mon enfance. Donc c'est elle qui m'a donné ce goût de l'art, puisque elle-même elle est peintre aussi. Donc c'est elle qui m'a donné ce goût de l'art. Quand elle était dans son atelier, je partais peindre souvent avec elle et tout. Bon, au début c'était des gribouillis, mais l'intérêt en fait c'était de susciter une petite flamme artistique chez moi. Voilà. Après d'année en année, ça a commencé à grandir et tout. Et dans cet univers très artistique, assez vaste tout de même, parce que l'art n'a presque pas de limite, quels étaient les éléments dans l'atelier de votre grand-mère qui faisaient briller vos yeux, qui faisaient battre votre cœur? Ma grand-mère avait l'habitude d'utiliser plusieurs types de supports. Elle ne se contentait pas juste des toiles classiques. Elle utilisait aussi des racines, des poteries et tout. C'était un peu ça sa signature. Donc en tant qu'artiste, arrivé un moment, lorsqu'on a fini d'apprendre toutes les différentes techniques et tout, on est obligé d'avoir sa propre signature. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme elle? Trouver moi aussi un support qui puisse me permettre de me démarquer des autres. C'est ainsi que j'ai essayé sur les objets d'art africains, ivoiriens surtout traditionnels. Et comme vous pouvez le remarquer à la maison, entre-temps, on a mis un dispositif là en place pour illustrer en couleur le thème de ce jour. Alors, est-ce que vos parents à l'époque, vous savez, quand on est tout petit, quand on est jeuneau, nos parents veulent qu'on se concentre essentiellement sur nos études. Études, bien sûr, à l'école. Est-ce que vos parents voyaient ça d'un bon œil, que vous tombiez progressivement sous l'influence de votre grand-mère? Oui, je peux dire que moi, la chance que j'ai pu avoir, c'est que je suis issu d'une famille, on va dire, artistique. Ma grand-mère a fait une école d'art, les Beaux-Arts. Elle était de la première promotion des élèves quand l'école est ouverte. Ensuite, mon père aussi est passé par les Beaux-Arts. Son frère, sa sœur aussi ont fait le Léa. Donc, pratiquement tout le monde dans ma famille a, une fois dans sa vie, touché au domaine artistique. Donc, il était normal que moi aussi, de par toutes ces influences-là aussi, je tombe aussi dans ce domaine. Donc, ils ont plutôt vu ça d'un bon œil. Je peux dire même qu'ils m'ont plutôt poussé à aller vers ce domaine-là, plutôt qu'autre chose. Donc, vous avez eu la chance de progresser dans un environnement assez stimulant déjà depuis la base familiale. Alors, dans votre parcours, vous êtes passé par une formation à l'INSAC en qualité d'auditeur libre. Qu'est-ce que c'est pour le sens? C'est-à-dire que je partais là-bas pour améliorer ma technique. Parce qu'il faut savoir qu'un artiste, lorsqu'il a un auditeur libre d'abord? Un auditeur libre, c'est un peu comme si on va là-bas, pas en tant qu'élève normal, mais on va juste pour apprendre les cours, juste pour améliorer sa technique. Ça veut dire qu'on peut être déjà expérimenter ou avoir un niveau de connaissance et aller... voilà. Ça et vous avez fait seulement qu'un an dans cette école, sans diplôme, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la formation, pourquoi? Arrivé un moment, j'ai eu le besoin de m'émanciper moi-même. Je peux dire que j'ai pu avoir ce que j'ai voulu là-bas. En une seule année? En fait, le domaine artistique, on peut... Je ne sais pas comment expliquer. Prenez votre temps. Ça ne dépend pas en fait du nombre d'années que tu fais là-bas. Ça dépend plutôt de ta sensibilité. Si ce que tu fais, tu estimes qu'arrivé un moment, ça peut plaire aux autres, ou tu estimes avoir le besoin de t'émanciper ou de sortir un peu de cet environnement académique, il vaut mieux se lancer. Et qu'est-ce que vous avez acquis particulièrement pendant cette année-là à l'INSAC? J'ai pu améliorer mes techniques en dessin, en peinture, en sculpture aussi, on va dire. J'ai pu apprendre l'histoire de l'art, la philosophie de l'art et tout. La chromatologie, l'étude des couleurs et tout. En tout cas, tout ce qui m'a permis aujourd'hui de faire ce que je fais. Avec plus d'efficacité alors? Avec beaucoup plus d'efficacité, on va dire. Alors dans la suite, nous avons noté que vous avez participé à plusieurs expositions collectives. Oui. C'est quoi l'intérêt pour un jeune artiste de justement prendre part à ce type d'activité? D'abord, les expositions collectives permettent de faire connaître un maximum d'artistes amateurs ou qui viennent de se lancer dans le domaine. Parce que le plus compliqué pour un artiste qui débute, c'est d'abord la visibilité. Pouvoir se faire connaître. Et les activités collectives permettent de faire connaître un bon nombre d'artistes qui sont dans ce domaine mais qui n'ont pas la chance de pouvoir être vus du grand public. Ensuite, ça permet aussi à l'artiste de prendre confiance en lui.
de pouvoir aller affronter le terrain, affronter le regard des gens par rapport au travail qu'il fait d'abord. Et ensuite, lorsqu'il a acquis suffisamment de confiance, il peut après se lancer en solo. Donc de 2016 à 2019, pendant 3 ans, vous avez participé à ces expos, je pourrais appeler ça des expos en comité. Oui, en comité. Comment vous avez, finalement, pour ramener tout ça à vous, comment vous avez bénéficié, tiré, profité de cette expérience-là? J'ai pu apprendre d'abord de mes erreurs, parce que tu peux faire une œuvre d'art chez toi à la maison, tes parents vont être contents, ils vont dire « Waouh, ouais, c'est joli, c'est beau ». Mais en même temps, bon, souvent tes parents, ils ne vont jamais dire que ce que tu fais, c'est vilain ou quoi, voilà. Donc, il vaut mieux aller affronter le regard des gens. Il vaut mieux avoir une mauvaise critique de la part de quelqu'un que tu ne connais pas forcément, donc qui n'a pas d'attache avec toi. Il vaut mieux avoir une mauvaise critique de ce genre de personnes-là qui te permettent ensuite d'améliorer ton travail pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Mais est-ce que généralement dans ce genre d'art, de pratique-là, est-ce que les critiques ont leur place? Parce que généralement c'est toute une philosophie. Les trucs là c'est comme ça. Hein. Ça par exemple, lui il a sa manière de commenter la chose, l'autre n'a pas la même manière de voir la chose. Est-ce que les critiques ont leur place dans ce genre d'art? Oui, les critiques ont leur place, surtout si ça vient d'un critique. Parce que dans le domaine de l'art, il y a des critiques d'art, c'est-à-dire des gens qui sont spécialement ou qui ont une formation spéciale ou de par leur parcours dans le domaine artistique ont la légitimité de pouvoir juger ton art. Donc, il vaut mieux se concentrer un peu sur ce genre de critiques ou sur les conseils qu'ils peuvent te donner. En même temps, bon, ce ne sont pas toutes les critiques qui sont bonnes à prendre parce qu'il y en a aussi qui ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Souvent, ils peuvent ne pas comprendre ton art et puis ils vont dire, bon, c'est vilain. D'autres aussi vont dire, bon, c'est joli, mais c'est vilain ou c'est joli, pourquoi? Ils ne te disent jamais pourquoi, en fait. Donc, toutes les critiques ne sont pas bonnes à prendre. D'accord. Par exemple, là, votre sculpture, c'est ça? Vous pouvez la critiquer vous-même? Bon, moi, c'est ma sculpture. S'auto-critiquer, c'est ce que ça S'auto-critiquer, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Mais peut-être décrire son art. Voilà. Oui, voilà. Pour décrire mon art. Voilà. Par exemple, ça, en fait, les deux statuettes vont ensemble. C'est l'homme et la femme. Ça représente l'homme et la femme. L'homme à votre droite? C'est l'homme qui est là? Mais à gauche de l'écran? L'homme est ici. Voilà la femme. Voilà. D'accord. Qu'on voit les deux. Voilà. Et qu'est-ce que fait la différence? Il y a une histoire? Et d'abord, l'origine, peut-être. Voilà, l'histoire, pour confirmer. L'origine, d'où viennent ces statuettes? De quelle partie de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique, peut-être? Ces statuettes, je crois qu'elles viennent du Ghana. Du Ghana, d'accord. Oui. Donc on n'est pas loin. Non, on n'est pas loin. Et puis on reste toujours un peu en peuple Akan, etc. Voilà. Fonti-Tui. Il y a une forte influence des Ghanéens sur le peuple Akan. Voilà, c'est ça. Donc j'ai voulu représenter un peu l'homme et la femme à ma façon, en ajoutant les designs comme vous voyez ici. D'accord. Et vous, votre touche particulière, parce qu'il faudra qu'on en parle, c'est votre façon de rafraîchir l'art africain. Vous le faites à travers le design, un design inspiré de la pop culture. Oui. Mon objectif, c'est, au-delà du simple fait de peindre sur des masques ou sur des statuettes, c'est de redonner une nouvelle image à nos objets traditionnels. Parce que nos objets traditionnels sont un peu le garant de notre culture. Oui. Voilà. Donc moi, j'essaie plutôt de pouvoir les rendre un peu plus accessibles à un autre public, plutôt que les connaisseurs en fait. Pouvoir les rendre beaucoup plus pop, comme on dit. Essayer de rafraîchir aussi, comme vous avez dit, et voilà. Essayez moi aussi d'apporter ma touche. Et comment vous y prenez? Parlez-nous un peu de votre technique, de cette valeur ajoutée que vous apportez Bon, ma technique d'abord, elle est simple. D'abord, redéfinir la couleur même de l'objet en elle-même. J'ai mes couleurs propres à moi, soit le noir, le doré ou l'argent, voilà. D'abord, je redéfinis complètement la couleur même de l'œuvre. Ensuite, j'essaie d'y apporter mes designs. C'est-à-dire qu'à la base, c'est du bois brut? Oui. Et vous y apportez une peinture Je ponce d'abord. Je ponce d'abord pour la rendre bien lisse. Ensuite, j'ajoute mes designs là-dessus. Ok. Est-ce que c'est vous qui sculptez ces œuvres? Je travaille avec un sculpteur. D'accord. Je fais la maquette le plus souvent. Ou s'il y a des objets, durant mes recherches, si je tombe par exemple sur des objets, des statuettes, des masques que je trouve beaux ou que je sens un potentiel esthétique dessus, je lui en parle et on essaie de faire ça ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qui justifie, je sais qu'il n'y a pas que ça que vous faites, on va parler aussi de la peinture sur toile, mais qu'est-ce qui justifie le choix des masques pour porter vos œuvres et votre philosophie artistique? Bon, comme je l'avais dit tout à l'heure, arrivé un moment, j'ai été obligé d'avoir moi-même ma propre signature. Ma signature, j'ai voulu d'abord changer de support, ne pas me contenter simplement
de la toile classique qu'on a. J'ai voulu déjà changer de support. Donc j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus aux objets traditionnels africains. Je me suis dit pourquoi ne pas les prendre comme support de ma peinture en fait. Puisque bon, en art, il n'y a pas de limite. Mais parlons d'objets traditionnels africains, il n'y a pas que les masques. Donc il y a une raison qui vous a poussé vers ceux-là en particulier. Bon, d'abord les masques sont... Ça fait partie de notre identité à nous-mêmes. Moi-même en tant qu'Africain, et artiste, j'ai le devoir de valoriser notre culture. Donc de me servir de nos différents éléments qu'on a déjà ici, plutôt que d'aller puiser chez les autres. Donc, finalement, vous les trouvez beaucoup plus représentatifs alors? Selon moi, oui. mais vous trouvez les masques où vous arrivez parfois d'aller dans des villages, aller voir peut-être... J'ai pas encore eu la chance d'aller dans les villages, mais ça fera partie de mes projets. Après la crise sanitaire qu'il y a, bien sûr. Voilà. En tant qu'artiste, est-ce qu'il y a des régions du continent africain ou de Côte d'Ivoire qui vous inspirent dans l'orientation que vous donnez à vos œuvres? Oui, chez les Krous. J'aime bien les masques Grebo. Moi-même déjà parce que je m'appelle Grebo. Voilà, donc c'était logique que j'ai déjà cette préférence-là en fait. Donc j'aime bien les masques Grebo. C'est ça les masques Grebo ou c'est plutôt dit? Non, j'ai pas pu envoyer de masque Grebo. Là, j'en ai pas sur moi. Ok. Mais ça, qui sont vos clients en général? C'est une question qui est importante de poser aussi. Mes clients, si aujourd'hui vous rafraîchissez l'art à votre façon, enfin, c'est pour atteindre une certaine cible. Alors, qui sont ceux qui s'intéressent en général à vos œuvres? Ceux qui s'intéressent en général, ce sont les collectionneurs, les clients des galeries, dans un premier temps. Et ensuite, je collabore aussi avec de nombreux artistes, photographes, des photographes. Voilà. C'est quoi le sens de votre collaboration avec les photographes ou chasseurs d'images? Avec les photographes artistiques, eux, le plus souvent, ils sont à la recherche d'objets, comment dirais-je? Authentiques? Voilà, authentiques, pour leur shoot artistique et tout. Donc, j'ai eu à travailler une première fois avec un photographe ivoiro-américain. Je lui ai proposé mes masques. Et bon, ça lui a tout de suite plu, il a fait une créa par rapport à ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas continuer en même temps dans cette lancée-là? Pouvoir proposer des objets authentiques, à la fois modernes et traditionnels à ces photographes-là. Et vous avez été aussi sollicité pour décorer des plateaux de télévision? Oui. Pour une émission, c'était bon, je n'ai pas le droit de citer le nom de l'émission, puisque l'émission n'est pas encore sortie. D'accord, ok. Et c'était quoi le but, enfin recherché par les producteurs en vous invitant à mettre tout cet art-là sur... Ils ont vu mes masques sur la toile, sur mon blog, enfin sur mes différentes pages dans les réseaux sociaux et ils m'ont contacté. Voilà, on a eu à passer un accord et je leur ai fourni quelques éléments, quelques masques décorés le plateau. Est-ce que vous arrivez à toucher les jeunes par... Oui, parce que je remarque dans mes expositions, les visiteurs sont de plus en plus jeunes. Pas forcément des amoureux d'art, mais des gens qui sont amoureux déjà de la culture africaine, qui veulent beaucoup plus s'intéresser à la culture africaine en fait. Parce qu'on a conscience que nous-mêmes en tant qu'Africains, si on ne valorise pas notre culture, ce ne sont pas les autres qui vont venir faire pour nous. Donc eux, ils s'intéressent beaucoup plus à ce genre. Et c'est ce qui est bien intéressant en fait. C'est ce qui est bien aussi avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet de toucher un plus large public, donc un public beaucoup plus jeune. Voilà. Donc parce que l'Afrique subsaharienne, enfin, si je dois me limiter à cette région de l'Afrique-là, elle est fortement jeune. Oui. Fortement jeune. Et ils sont très nombreux dans cette jeune génération à s'intéresser à cette émission et à réagir sur les réseaux sociaux, Paulus Agathon, pour nous dire tout ce qui se passe en ce moment et prendre surtout les meilleures réactions et commentaires. Alors Jean-Michel, on va y aller pour deux messages qui parviennent sur la page Facebook C'est Midi. On a d'abord le message de Techno Bolloré, c'est son nom de profil. Il dit « Est-ce que la modernisation de nos objets traditionnels ne va pas changer la signification de ces objets ?» Quand on sait qu'à la base, les sculpteurs, quand ils font des œuvres, il y a un message particulier qui est véhiculé. On a ensuite Miguel Claire qui dit « Est-ce que notre invité arrive à sculpter souvent les masques de main sous commande ?» Bon, on va aller au-delà de cette question, au-delà de retravailler des objets déjà réalisés. Est-ce que vous faites également de la sculpture? Ok. Très pertinente la première question. Est-ce que dans votre dynamique de modernisation des masques, vous ne risquez pas de leur arracher le sens originel? Je ne pense pas, parce que je me dis que l'art se doit d'évoluer avec son époque. L'art se doit d'évoluer avec son époque. Et je me sers des masques plutôt comme support. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais redéfinir les bases ou leur... comment dire
ou leur fonction première en fait. Moi, mon but, c'est beaucoup plus de me servir des masques comme support pour mon art en fait, pour toucher un plus large public. D'accord. Alors, sculpture sur commande ou pas? Sculpture sur commande, il m'arrive parfois de faire des sculptures sur commande. C'est très rare, mais il m'arrive parfois de le faire. Et en général, qui est demandeur? Ce sont des collectionneurs ou, comme je l'ai dit, des amis photographes qui veulent un tel type de masque, un tel type de design particulier pour leur shoot. Alors, quels sont les sujets, voire les thématiques que vous aimez explorer, étudier et traduire dans votre art? La thématique que j'aime explorer, au-delà même des masques, à travers ma peinture et le design graphique, j'aime bien la spiritualité, surtout africaine. J'essaie de faire des recherches un peu sur notre spiritualité, comment ça a commencé, qu'est-ce qui nous inspire, pourquoi on fait tel type de masque ou tel type de créa. Je m'intéresse beaucoup aussi aux femmes en général. Tous ceux qui me suivent sur Instagram le savent d'ailleurs. Voilà. Donc la spiritualité et les femmes africaines. Et sur les femmes, c'est quoi votre justificatif? Les femmes, j'essaie de redéfinir de nouveaux critères de beauté. J'essaie de redéfinir de nouveaux critères parce qu'on est fortement influencé par les critères de beauté qui viennent de l'Occident. En tant que moi, je ne trouve pas ça normal du tout. Donc ce que vous faites, c'est quoi? Vous rappelez ou vous redéfinissez? Je rappelle que la femme africaine est belle d'abord même, dans toutes ses formes. À travers les cheveux afro ou à travers les coiffures nappy qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Le mouvement nappy m'a beaucoup influencé aussi dans ce choix-là. D'accord. À travers les formes un peu volumineuses et tout. La femme africaine est belle. Faut qu'on essaie de le rappeler. C'est pas forcément ce qui vient de l'Occident qui est forcément bon. En tout cas, votre réponse se fait réagir à côté. Allez-y, en fait, pour la femme qui est là, en fait, devant, c'est des seins que vous avez mis. Oui, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous avez tenté de faire? Vous faites diversion ou ok, c'est bien compris. Le mouvement nappy, il y a beaucoup d'autres sujets intéressants qu'on va continuer de développer, toujours en compagnie de Manu Grebo, 29 ans et pourtant tellement de talent sur C'est Midi, sur RT1 bien sûr en direct. Revenez juste après la pub. Grande nouvelle, Planète, American Cola et Bubble Up deviennent encore plus grands. Le Menco Extra, maintenant en format 1 litre. Nouveau, Planète, American Cola, Bubble Up, en bouteille 1 litre. À découvrir dès maintenant pour seulement 500 francs. Pour encore plus de plaisir. Un produit MBCI. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi pour la deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de notre jeune artiste flamboyant dans sa discipline, Manu Grebo, 29 ans, peintre et designer graphique qui rafraîchit les objets traditionnels africains. Comment? Il nous fournit l'explication à travers un exemple pratique qu'on va tout de suite aborder. Tiens, je me souviens de la petite vidéo de sensibilisation et la façon de tousser dans le pli du coude, ça me fait penser au dab. Je sais pas si dab. Dab. Voilà. Allez, donc Manu Grebo, vous avez enfin, au pied de la table un objet d'art. Oui. D'accord. C'est un masque, hein? Oui, c'est un masque. Alors, imaginez que vous avez en face de vous je ne sais pas, un découvreur ou un acheteur qui veut, dans un premier temps, comprendre ce que vous faites, d'où vient le bois, le masque, qu'est-ce que ça signifie, ce que vous avez fait dessus, voilà, le design, etc. etc. Allez-y, vous êtes en plein exercice. On va dire que c'est une sorte de pitch de 2 minutes. D'accord. Vendez votre masque. 1 minute pour convaincre. D'accord, pour convaincre. Le masque en lui-même, déjà le masque représente nous-mêmes notre tradition. C'est-à-dire je me sers de la tradition comme socle. Le masque déjà en lui-même représente notre tradition. Je me sers de la tradition comme socle pour asseoir déjà notre modernité. Parce que je me dis, notre modernité ne peut pas se faire sans déjà notre tradition, qui est le masque. La modernité, ça représente la peinture que je fais dessus. Une façon de dire qu'on ne peut pas construire le présent. On ne peut pas construire le présent, voilà, exactement ça. Sans oublier son passé, on ne peut pas. Une sorte de continuation ou de poursuite. C'est ça. Et les designs que j'ai fait dessus rappellent un peu la complexité de notre culture. C'est pour ça que je l'ai nommé le labyrinthe, en fait. Comme vous le voyez, c'est un peu comme s'il y avait des chemins qui se succédaient. Le labyrinthe. Et là, on est sur quel type? Est-ce que le choix de la qualité du bois importe aussi dans ce que vous faites? Avec quel type de bois vous travaillez en général? Je travaille le plus souvent avec du bois. Celui-là, je ne sais plus trop avec quel type de bois je vais utiliser. Mais généralement, je choisis des matières assez solides pour que ça puisse durer avec le temps. Et vous avez des petites
suggestions intéressantes à me donner sur les matières? Le type de bois? Le type de bois, ça je vois avec apparemment c'est votre sculpteur qui maîtrise plus cet aspect. qui maîtrise plus cet aspect-là que moi en fait. Moi je lui dis, bon moi je veux un bois assez solide pour que ça puisse durer et tout. Et pour ne pas aussi que les termites et tout puissent venir. D'accord. Et pour la peinture, quel type de peinture vous utilisez? J'utilise de l'acrylique, peinture acrylique. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Oui, l'acrylique brille plus, ça ne ternit pas avec le temps. Voilà, j'utilise l'acrylique et aussi pour la précision aussi des traits que je fais, j'utilise des Posca. Les feutres Posca. Ce sont des feutres avec de la peinture acrylique aussi à l'intérieur. D'accord. Ça, c'est beaucoup plus dans le souci de précision. Ok. Et puisque vous parlez beaucoup de durabilité, de longévité de vos œuvres, est-ce qu'il y a des mesures particulières que vous suivez ou que vous appliquez à vos œuvres pour qu'elles se pérennisent dans le temps? Oui. D'abord, après avoir traité le bois et ensuite, après avoir appliqué la peinture et tout, j'ajoute du vernis dessus. Je mélange du vernis avec la colle vernis latex. dit comme ça, on ne sait pas tellement. Est-ce qu'il y a un vernis spécifique? Vernis à eau. On peut dire du vernis à eau, mélangé à de la colle latex. Le plus souvent, on dit de la colle à bois. Voilà, c'est le mélange des deux en fait qui permet de donner une certaine solidité à l'œuvre. D'accord. C'est super sympa. Ok. Alors, on parle en ce moment beaucoup de la pandémie du coronavirus. Est-ce que ça influe sur vos activités? Oui, ça a beaucoup influé, oui. De quelle manière? J'avais une exposition qui devait se passer le 25, dans 2 jours normalement, mais on a dû annuler. Ici, à Abidjan? Oui, ici à Abidjan. J'en avais aussi une autre en Tunisie, mais ça aussi on a dû annuler. Donc la pandémie, en tout cas, ça plombe beaucoup d'activités. Elle était prévue pour quel mois? C'était prévu pour juillet. D'accord. Mais comme on n'est pas sûr déjà de comment les choses vont évoluer, on ne sait pas trop, donc ils ont préféré reporter pour le moment. Ça vous désole beaucoup ou ça vous inspire aussi? Ça m'inspire déjà pour de nouvelles œuvres, mais ça me désole aussi pour les 2 expositions que j'ai probablement ratées. Mais sinon, au niveau artistique, oui, ça m'inspire déjà pour d'autres œuvres, la pandémie. Déjà, voir l'impact que ça a eu sur le monde. Ça montre aussi comment dirais-je, ça montre à quel point notre système aussi est super faible, en fait, est fragile. Ouais, faible n'est pas le mot, est très fragile. Pour qu'une simple pandémie, bon, je ne dirais pas simple, mais pour qu'une pandémie, en fait, puisse... ou un virus. Voilà, pour que ce virus, en fait, puisse déstabiliser à tel point notre système, ça montre aussi... Nos économies, voilà, nos habitudes. Voilà, même dans notre façon de penser aussi, on se méfie un peu de tout le monde, on ne se serre plus la main et tout. Donc ça crée une certaine associabilité, en fait, entre les gens. C'est beaucoup inspirant d'un point de vue artistique aussi. Et ça, vous pourrez le traduire sur une toile dans les prochains mois? Évidemment. Pas que sur une seule toile, je pourrais faire même toute une collection là-dessus. Parce qu'il y a tellement à dire en fait sur cette pandémie, il y a tellement à dire dessus. Et pourquoi dans les prochains mois, il faut le faire maintenant, puis balancer sur les réseaux sociaux pour sensibiliser? Attention, il faut qu'il gagne de l'argent aussi. Et il faut qu'il ait l'inspiration. Et s'il livre oui, toutes en fait, ses œuvres surtout gratuitement. Au niveau de l'inspiration, on ne peut pas se lever comme ça et puis faire une toile, voilà. Ça risque d'être un peu bâclé. Il faut prendre le temps de réfléchir déjà à ce qu'on veut proposer au public. Et la technique aussi que tu vas utiliser pour mieux représenter ce que toi-même tu ressens et tout. Voilà. C'est un long travail. En fait. Je pense aussi que Philo a peut-être voulu vous dire comment, en tant qu'artiste, vous participez à la sensibilisation autour du coronavirus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas attendre que ça finisse et puis venir s'asseoir maintenant. Voilà. C'est le moment à chaud. Oui, à chaud, c'est vrai. En fait, nous, en tant qu'artistes, la seule contribution qu'on peut faire, en fait, c'est déjà un changement de mentalité ou faire prendre conscience aux gens des problèmes qui sont déjà là. Voilà. À travers notre art, je pense qu'on peut déjà leur faire comprendre qu'il y a tel ou tel problème qui est là. On ne peut pas sauver les gens, on ne peut pas les guérir, mais on peut plutôt essayer de guérir leur esprit, comme on dit. C'est beau, c'est bien dit. Est-ce que le confinement, vous, en tant qu'artiste, vous rend plus créatif, plus focus? Non. Ou non? Déjà, un artiste, même, il arrive des moments où il se confine déjà lui-même, il s'auto-confine comme on veut dire, voilà, pour essayer de puiser un peu au fond de lui. Voilà. Souvent, on a besoin de calme, on n'a pas envie de parler à quelqu'un, on a besoin de calme, rester chez soi, réfléchir, faire un vide dans son esprit déjà, pour essayer de se rafraîchir un peu les idées. Donc, voilà. Je pense qu'en tant qu'artiste ou designer, voilà, ça nous arrive souvent de le faire, donc ce n'est pas trop un souci. D'accord, ça, on l'a bien compris. Allez, Paulus Agathon, d'autres questions qui arrivent. Effectivement, Jean-Michel, et on va lire encore 2 nouveaux messages, notamment celui de Trabidje Eric, qui dit vraiment « Je salue votre courage et l'ingéniosité voilà, que vous avez fait ressortir de ces œuvres que vous appelez traditionnelles. En tout cas, bravo et bonne continuation. » Juste en dessous, on a Diara Mohamed Ibrahim
qui dit « Que puis-je dire si ce n'est vous souhaiter plein de succès et de réussite dans ce métier? J'espère bien que vous réussirez cette modernisation de notre culture. » Ensuite, il lui demande si vous rencontrez des difficultés et si oui, quelles sont-elles? Les challenges auxquels vous êtes parfois confrontés en tant qu'artiste et surtout dans cette dynamique-là. La difficulté qu'on rencontre en fait dans ce domaine, je peux dire, c'est d'abord la visibilité. Ce qui permettra à un artiste de se faire vendre, de vendre ses œuvres, c'est d'abord, il faut d'abord qu'il soit vu. C'est assez difficile pour un jeune artiste de se faire voir parce que déjà, on évolue dans un domaine qui est en partie fermé. Il y a déjà les devanciers qui sont là. Bon, je ne peux pas dire qu'ils... Je ne sais pas comment dire. En fait, vous n'imputez pas voilà. le problème aux dévanciers. Parce qu'ils Voilà. sont déjà fait un nom, donc Voilà. c'est normal qu'on ait... Ils sont déjà fait un nom, donc c'est un peu difficile de pouvoir les dépasser. Est-ce qu'il y a une plateforme de solidarité entre les aînés et vous? J'ai tendance à dire que les artistes sont en général très méchants entre eux. Bon, peut-être pas, c'est peut-être pas le terme, mais c'est peut-être une façon de dire que les artistes sont des électrons libres. Voilà, un peu Voilà, des ils ont électrons tendance libres. à fonctionner, En fait, moi, je suis pour chacun une dans son délire. Oui, je suis pour une collaboration ou la création d'une communauté entre artistes pour pouvoir s'entraider entre nous. C'est pour ça aussi que je salue l'initiative des activités collectives, parce que ça permet beaucoup à certains artistes de se faire découvrir. Il y en a plein en fait qui se sont fait découvrir comme ça, grâce à des expos collectifs et tout. Il y en a même que vous avez aussi invité ici sur ce plateau. Effectivement. Ah, Oui, on a des cas comme ça qui ont, voilà. la carrière a explosé aussi à partir d'un passage. Donc la plus grande difficulté déjà, c'est de se faire voir. C'est en ce sens aussi que les réseaux sociaux nous aident beaucoup, parce que là, tu n'as pas besoin d'une plateforme physique ou d'une galerie, pas forcément d'aller chez eux, voilà. D'accord. Tu peux déjà exposer ton travail sur le net et tu peux déjà atteindre un public beaucoup plus large, pas seulement limité à la Côte d'Ivoire. Ok. Alors pour moi qui suis jeune et qui n'ai peut-être pas encore l'habitude de placer des masques au salon comme décoratifs et autres, est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous réfléchissez à des méthodes pour peut-être produire des objets qui soient beaucoup plus utilisables pour le jeune aujourd'hui, qui soient beaucoup plus... Enfin, cool. Oui. J'essaie d'étendre un peu plus mes œuvres à des utilisations beaucoup plus quotidiennes. Je fais aussi des chaînes. Vous repensez l'offre, en fait? Oui. J'essaie d'avoir des offres aussi pour les petits prix, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des grosses œuvres, mais qui sont aussi intéressés par ce que je fais. J'essaie de faire des objets décoratifs, des chaînes, des bagues, des bracelets et tout, mais tout en gardant le même support, les masques. Je fais des masques miniatures aussi, pour différentes utilisations, boucles d'oreilles, chaînes et tout. Ça, médaillons aussi. D'accord. Oh, c'est sympa ça. D'accord. Alors ça va être quoi le next step pour vous? La prochaine étape, c'est de refaire une exposition solo, mais sortie du cadre traditionnel. C'est-à-dire cette fois-ci, je vais essayer de faire des statuettes beaucoup plus grandes, 2 mètres minimum. 2 mètres minimum? Oui, je vais me donner ce challenge-là. Et qu'est-ce qui explique cette ambition-là? Non, c'est plus une envie personnelle en fait. J'ai envie de ne pas être limité par la taille. J'ai envie de proposer des œuvres qui soient spectaculaires. Voilà, qui soient beaucoup plus spectaculaires. J'ai envie de faire un truc spectaculaire en fait. Voilà, proposer des œuvres beaucoup plus grandes déjà même que le spectateur qui vient pour lui rappeler en fait la force de nos traditions. Voilà, pour lui rappeler que nos traditions, quelle que soit la façon dont tu es ou quelle que soit ta richesse et tout, il y a toujours ta tradition qui sera là pour te comment dirais-je? Et peut-être aussi le besoin d'humilité finalement voilà, dans un monde où on n'est pas aussi fort. Hein. On n'est pas aussi fort que nos traditions, il faut que je le rappelle. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle pense, votre grand-mère qui a été une sorte de, peut-être, je ne sais pas, de coach volontaire? C'est une fierté pour elle de voir que son petit-fils déjà est dans le même domaine qu'elle, essaie de continuer aussi le travail qu'elle avait. Bon, je ne dirais pas continuer le travail qu'elle avait commencé, mais... On peut voir, déjà, pardon pour l'interruption, mais à la maison, vous pouvez voir la photo de la grand-mère de Manu Grebo, Geneviève Ouané, un grand nom de la culture et des médias en Côte d'Ivoire. Donc je peux dire qu'elle est déjà fière de moi. Elle me le dit souvent qu'elle est très fière de moi. Elle essaie aussi de me donner des conseils, comment m'orienter un peu sur tel ou tel type de travail. Souvent, quand je sens aussi que je n'ai pas trop d'inspiration, je vais la voir. Elle me donne des bouquins à lire ou elle me montre déjà un peu ce que les autres artistes faisaient.
Voilà et tout. J'ai l'impression qu'elle le fait toujours avec le grand sourire. Oui, toujours. C'est sa marque de fabrique. Elle s'appelle Geneviève Tegbo. Oui, vous avez Tegbo. des masques Grebo. Oui. Est-ce qu'il y a des masques Tegbo? Non, il n'y a pas de masques Tegbo. Les masques Grebo existent déjà depuis longtemps. Ce sont des masques guerriers en fait. Ah, c'est pas vous qui l'avez inventé? Non, c'est pas moi qui les ai inventés. Ce sont des masques, comment dirais-je C'est que votre art n'est pas simple. En fait, lui, ici, est juste attaché pour voilà, solidarité. Je suis attaché déjà parce que c'est mon nom. Voilà, ça résonne tout comme son identité. Je voulais aussi rappeler que je ne suis pas le seul à être inspiré aussi par les masques, à avoir été inspiré par les masques Grebo. Il y a un célèbre artiste, Picasso, qui lui aussi possédait des masques africains. Il avait aussi un masque Grebo qui lui a permis de créer certaines de ses œuvres d'art. Et comme quoi, il ne faut surtout pas minimiser ce qui vient de chez nous. Il ne faut surtout pas minimiser énormément de ressources. Parce que son style déjà qu'il utilise, le cubisme, ça a été en partie inspiré par nos masques africains. C'est pour rappeler en fait que notre tradition est très forte. Très riche, en fait. Il faut qu'on le rappelle, notre tradition est très forte. Donc vaste. si nous, en tant qu'Africains, on ne sait pas la valoriser ou l'utiliser déjà dans notre art, les autres le feront et c'est vraiment dommage. Parce qu'eux, ils ont compris la richesse en fait de notre... C'est à nous maintenant de comprendre. Merci, cher Manu. Allez au village. Nous allons maintenant nous tourner vers Dorian Cassi. Ça, ce sont des sujets qui vous passionnent. Ah oui. Voilà, parce que lui, il est très friand de culture. Et tout de suite, son avis, il le livre en 1 minute. Au revoir, plus. Cassi Quadio, c'est la minute du doyen. Oui, les objets d'art. Les objets d'art et autres objets de l'ancienne civilisation africaine représentent, par exemple, pour nos historiens, la fenêtre par excellence à travers laquelle on peut observer cette vieille civilisation africaine qui est agonisante. Donc, même modernisée, nous devons conserver la forme authentique de ces pièces qui sont les témoins privilégiés de notre histoire. Les artisans et orfèvres, par exemple, du village de Ngata de Lukro, de la sous-préfecture de Tibissou, d'où je viens d'ailleurs, utilisent une ancienne et ingénieuse technique dite de la scie perdue pour produire des objets d'art aussi bien que des bijoux en or. Et j'étais tout petit et j'assistais aux nombreuses visites de touristes blancs en quête d'objets d'art africains. Vous voyez, ça m'a donné le sentiment que l'art africain retient l'attention du monde. Et donc, c'est très important. Donc, nous avons le devoir de préserver ce vestige de cette belle civilisation africaine qui était non polluante. Merci. Ah ouais, la fin. Non polluante. Vous avez un petit mot à dire dessus avant qu'on se dise au revoir? Une culture non polluante ou un art non polluant? Une culture non polluante. Bon, je ne sais pas quoi dire après ce que le sage a dit. C'était tellement fort ce qu'il a dit que je ne sais pas quoi rajouter. Ce détail-là, il n'était pas fortuit. Non polluant. Oui, je l'ai fait à dessein parce que l'Afrique évoluait, mais avec des méthodes qui ne polluaient pas l'environnement. C'est très important à souligner. Donc faire tout dans le respect de l'environnement. D'ailleurs, quand nous frustrons l'environnement, les conséquences, on les voit et on les vit. C'est l'action. Allez, Manu Grebo, merci beaucoup et bon vent, on va se dire. Merci beaucoup. Pour la suite, et puis on espère que le confinement, enfin que cette situation va vite passer pour que vous puissiez reprendre vos activités. Oui, c'est ce qu'on espère tous. Allez, on embrasse aussi grand-mère. C'est joli de dire. Et puis bénédiction à vous. Cassandra, la suite, ça va être avec vous juste après la deuxième pause commerciale. Bonjour Tanti, s'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter une unité avec ça, c'est pas simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou recharger un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Cassandra à Samoa, c'est Clap Média. Alors Jean-Michel, aujourd'hui, ce sera un clap média exceptionnel parce que nous allons parler sécurité et hygiène. On n'a pas fait le clap. Merci. Alors, pour commencer, on va parler du temps de réaction. Qu'est-ce que le temps de réaction? Ouais.
Vous savez c'est quoi? Ah non, on veut savoir. Ok, bon bah, vous conduisez en plus, c'est bien beau. Alors le temps de réaction, c'est le temps écoulé entre l'apparition d'un stimulus et le moment où l'individu réagit à ce stimulus. Le stimulus, c'est la cause externe ou externe. Vous savez pas c'est quoi le temps de réaction, vous êtes sérieux? Non, et vous c'est conduisez. le stimulus qui m'a fait... Enfin, qui me rappelle les cours que nous faisions à l'école. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Jean-Michel, c'est à l'auto-école. Le stimulus, en fait, si vous voulez, le stimulus, pour bien citer la définition, le stimulus, c'est la cause externe ou externe capable de provoquer la réaction d'un système excitable. Par exemple, lorsque vous êtes en circulation et que vous téléphonez, ou pire, vous envoyez un SMS, vous réduisez votre temps de réaction qui est au préalable de 1 seconde à 0. Vous ne pouvez plus malheureusement maîtriser un obstacle ou éviter un accident. On va se mettre dans un contexte en regardant une petite vidéo et on va en débattre tout de suite. D'accord. Mais t'imagines toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface et là, plus de maillot. Je suis là, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, Martha. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc qui Téléphoner. Voilà, malheureusement, vous avez vu, il n'a pas pu éviter l'accident et pourtant, son regard était fixé sur la route. Pourquoi? Parce que son temps de réaction était réduit à 0. Parce que de 1 seconde à 0, c'est très vite arrivé. Donc voilà, faites attention, soyons citoyens, respectons les mesures de la circulation et on se gare, petit clignotant à droite pour pouvoir communiquer et ensuite on repart. Et pour terminer, on va finir avec le fléau du moment, le coronavirus, avec une vidéo pour comprendre qu'est-ce que le Covid-19. Qu'est-ce que le coronavirus? Les coronavirus font partie d'une famille de virus susceptibles d'être à l'origine d'un large éventail de maladies. Chez l'homme, ces maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère responsable d'une détresse respiratoire aiguë. Début janvier 2020, la découverte d'un nouveau coronavirus, Covid-19, en lien avec des cas groupés de pneumopathie, a été annoncée par les autorités sanitaires chinoises et l'OMS. Le virus se transmet par contact direct avec les gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue et au contact de surfaces contaminées par le virus. Le port d'un masque médical est conseillé si vous présentez des symptômes respiratoires, toux ou éternuement, afin de protéger les personnes qui vous entourent. En l'absence de symptômes, il n'est pas nécessaire de porter un masque. Les moyens les plus efficaces pour vous protéger et protéger les autres sont de vous laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool, de vous couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez, d'éviter tout contact rapproché avec des personnes présentant des symptômes comparables à ceux d'un rhume ou de la grippe et de privilégier les réunions à distance. On respecte les mesures d'hygiène et de sécurité, s'il vous plaît, pour vraiment éviter cette maladie. Voilà, il y a plein d'autres maladies, mais sécurité routière et sécurité avec l'hygiène. S'il vous plaît, la vie est belle. La négligence peut entraîner jusqu'à la mort. Merci Jean-Michel, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, une belle rubrique très informative. Très gentil. On vous embrasse et merci beaucoup à Dr Philo, merci cher doyen, merci à Paulus Agathon, à toutes nos équipes techniques. Attention, je crois qu'à partir de ce soir... Il y a un couvre-feu, 21h. Bon, voilà, donc tout ça pour nous protéger. Allez, merci beaucoup mesdames et messieurs. Bonne journée à la maison, bon courage si vous êtes confinés. Et puis demain jusqu'à vendredi, Caroline Da Silva sera avec vous. Excellente semaine, restez en bonne santé, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Au revoir.